les amis, cette initiative, cette usine, et je continue de me questionner, est-elle finalement une si mauvaise idée économique? Est-elle finalement la plus grande aberration que l'on a entendue ici et là? Peut-être. Mais essayons de voir. Dites-moi si vous pensez que c'est une aberration. Eh bien, moi, les amis, ma réponse, en ce moment, au moment où je vous parle, je vous dirai, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait une religion là-dessus. Moi, je vous dis, au moment où je vous parle, on est dimanche 18 juin, je ne sais pas. Parce qu'un projet économique, les amis, tenez-vous bien, il ne se mesure quand même pas à l'aune des invectives sur Twitter. Il ne se mesure pas à l'aune des petites phrasettes par-ci, par-là et des insultes ou des colibés. Un projet économique, il se mesure sur base d'un business plan. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les amis? C'est quoi le business plan? Parce que le business plan, il me donnera la rentabilité économique. Il me dira si ce projet est rentable ou pas. Financé comment? Par qui? Par quel mécanisme? Je veux comprendre comment... Est-ce que c'est des fonds propres? Est-ce que c'est des banques locales? Est-ce que c'est l'État qui finance ou qui garantit? Est-ce que ça rapporte? Finalement, qui s'enrichit? Qui est derrière le projet? Ça, c'est des aspects qu'un business plan bien fait pourrait... C'est des aspects sur lesquels un business plan bien fait pourrait m'éclairer, pourrait m'édifier. La durabilité du projet, sur un point de vue, on va dire, non seulement économique, mais social, sur le point de vue de la gouvernance, la bonne gouvernance, sur un point de vue environnemental. Ces aspects-là, qu'est-ce qui a été pris en compte par rapport à ce projet? Ça va me renseigner. Sur base de ça, je pourrais vous dire si c'est une aberration ou c'est quelque chose de très bien qu'il faudrait copier. Quel est l'impact social? Tout ça, c'est des rubriques qui devraient me renseigner. Et pour ça, un moyen standard dans le business, c'est un business plan. C'est ça qui fait ressortir plus ou moins ces aspects. C'est quoi l'impact social anticipé? C'est quoi l'impact sociétal anticipé? Combien d'emplois créés? Combien d'emplois directs? Combien d'emplois indirects créés? C'est quoi le besoin? Il répond à quels besoins? Quels sont les besoins auxquels ce projet, cette usine, cette société répond? Une étude du marché a-t-elle été faite? Une quantification, un tant soit peu du besoin a-t-elle été faite? Voilà un peu les éléments qui vous permettront, vous, et qui me permettront, moi, tous ensemble, de nous faire une idée, de nous faire une religion. Moi, avant de monter sur mon clavier et de commencer soit à faire du djalelou, soit à insulter, j'aimerais ne fût-ce qu'avoir, même de manière sommaire, des réponses à tous ces aspects que je viens de vous citer ici. C'est quoi le potentiel en termes d'industrie dérivée que ce projet va créer? Parce que vous savez, et je vous l'ai dit souvent dans d'autres vidéos, quand il y a un projet, quand il y a une entreprise qui se crée, même momentanée, eh ben, ça suscite souvent des entreprises connexes. Regardez l'exemple d'une construction, d'un chantier. Quand il y a un chantier quelque part, quand il y a un immeuble quelque part qui se crée, qui se construit, vous verrez qu'en un rien de temps, il y a toute une économie florissante ou pas d'ailleurs, qui se greffe autour. Voyez-vous? Vous verrez quand même qu'il y a de la restauration, vous verrez qu'il y a, voilà, vous verrez qu'il y a des services connexes, du transport. Excusez-moi un petit instant, j'ai vraiment beaucoup de soucis techniques aujourd'hui. Je ne vous dis pas à quel point ça commence à m'énerver. Un petit instant, je vais juste m'assurer de quelque chose. Vous ne voyez pas tout sur votre écran, mais je vous dis, c'est le bazar de mon côté aujourd'hui. Total, complet. Voilà. Je crois que je suis en train de revenir. Mais donc, et ça me fait perdre le fil de mes pensées, c'est ce qui m'énerve. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, une industrie, lorsqu'elle se crée, il y a toujours des industries qui tournent autour. Quand vous construisez un immeuble, même votre maison, une habitation résidentielle, si vous la construisez dans un coin de la ville un peu écarté, vous verrez qu'en un clin d'œil, il y a un petit marché qui se crée. Il y a une petite maman qui amène son maléo parce qu'il y a 20 maçons qui viennent ici tous les jours pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Tous les jours, des maçons, des constructeurs, des architectes, ils viennent à 8 heures, à 7 heures, ils sont déjà là.
ils repartent pas avant 17 heures, ils doivent manger, ils doivent se désaltérer. Eh bien, tous ces gens-là, s'ils n'ont pas amené leur lunchbox, il faut quand même certaines facilités. Il faut quand même que la maman fasse un petit maléwa, hein, une petite gargote à côté pour qu'ils aillent manger rapidement. Et elle sait qu'ils prennent la pause à 12 heures, donc à 11h45, déjà les repas sont prêts. Voilà. Et si ça peut être professionnalisé, c'est encore mieux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des cantines, vous pouvez avoir des services traiteurs, vous pouvez avoir des livreurs, on vient livrer la nourriture, on passe la commande déjà la veille ou le matin, etc., etc. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire et c'est l'avantage d'avoir une industrie, une entreprise structurée quelque part parce qu'elle suscite plusieurs industries dérivées. Ici aussi, dans le cas de cette usine, ne voyons pas seulement les pièces détachées qui arrivent. C'est tout un moteur, un châssis, des pneus. Ça se fabrique, c'est déjà fait. Ça se monte, ça s'assemble, mais ça s'entretient aussi. Donc, c'est des métiers connexes qui se créent s'ils n'étaient pas déjà là. Donc, regardons plutôt ça dans sa globalité. Et si vous avez accès à ces informations, ben, vous savez où me trouver. Envoyez-les-moi et discutons-en. Je suis prêt à vous refaire un autre numéro pour vous dire peut-être ce on n'aura pas eu le temps, la chance de discuter aujourd'hui. Donc moi, pour vous répondre clairement, je ne sais pas si ce projet est la réussite que l'on nous vend d'une part ou l'aberration économique que l'on nous vend d'autre part. Pour vous répondre clairement, je ne sais pas si ce projet est la réussite que l'on nous vend d'une part ou l'aberration économique que l'on nous vend d'autre part. En revanche, ce que moi je sais, ce que je peux vous dire avec certitude aujourd'hui, c'est que toute création d'emploi, toute création d'industrie, toute stimulation de l'écosystème économique et industriel dans mon pays, la RDC, aujourd'hui, est bonne à prendre. Vous m'entendez? Toute création d'emploi, stimulation industrielle est bonne à prendre. Toute tentative de réindustrialiser ce pays-là, qui n'en a vu que trop peu depuis au moins 30 ans, avec les pillages qu'on évoquait tout à l'heure, voire plus longtemps, 50 ans, depuis que la zaïranisation et autres ont commencé à complètement mettre à genoux notre économie. Eh bien, toute tentative dans cette voie-là, moi, j'achète. Ça ne veut pas dire que j'achète aveuglément, mais en tout cas, sur le principe, je prends d'abord. Voyez-vous? Parce que les amis, je vous rappelle qu'on est dans un pays quand même où le chômage bat son plein. On est dans un pays où des jeunes adultes, 20, 25, 30 ans, diplômés depuis 5, 10, voire 15 ans, n'ont simplement jamais travaillé. Vous m'entendez? Beaucoup de jeunes Congolais, 30, 35 ans, diplômés depuis une bonne décennie, n'ont jamais travaillé. Vous trouvez ça normal, les amis? Je parle de travailler. C'est-à-dire vous retrouvez des jeunes qui sont oisifs, qui tournent en rond. Il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'avenir dans la société. Pour les plus courageux d'entre eux, des fois, ils se débrouillent à gauche, à droite. Et vous connaissez la blague, vous savez, souvent, tu rencontres un jeune chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis sur un projet. Non, j'attends, je fais venir des investisseurs. En fait, souvent, quand il comprend, il fait rien. Il est chômeur. Mais au moins, lui, il n'accepte pas sa condition avec fatalisme. Il se dit au moins, je vais quand même un peu essayer. Il passe 2-3 coups de fil et s'il est courageux, s'il s'exprime bien. Mais quand tu regardes, tu dis, mais en fait, ouais, je vois le mec qui se démène, je vois la dame ou la demoiselle, elle se démène. Mais en fait, quand tu regardes, il n'y a rien. C'est une coquille vide. Il n'y a rien. On te fait comment? Miroiter des opportunités, etc., etc. Surtout quand, pour nous autres qui sommes un pied dedans, un pied dehors, toujours partis en voyage à l'étranger, quand tu traites tout ça au téléphone par des voies virtuelles, c'est toujours, non, mais écoute, si tu peux mettre autant, ça va faire ceci, ça va faire cela. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas si tu as des fonds propres? Pourquoi pas si tu peux mobiliser quelqu'un qui peut investir? Mais très souvent, quand tu essaies de mettre le nez dans l'affaire, il n'y a rien. Ça, c'est pour les plus courageux d'entre eux. Ceux qui, quand même, ne prennent pas leur sort assis, couchés. Mais pour la grande majorité, c'est des oisifs, c'est des paresseux qui sont paresseux, peut-être qui sont devenus paresseux ou qui l'étaient. C'est toujours difficile de juger les gens. L'affaire de la poule et de l'œuf, les gens sont-ils devenus paresseux parce que, à force de rester rien faire, ou les gens sont là à ne rien faire parce que
intrinsèquement, de nature, ils sont paresseux. C'est toujours difficile de rentrer dans ces jugements de valeur, mais moi, ça me fend toujours le cœur quand je regarde les jeunes de ma génération, les plus jeunes, parfois même les un peu plus vieux que moi, qui sont là, qui n'ont rien fait de tout ce qu'ils sont allés à l'école avec moi étudier, parce que la société ne leur a pas offert suffisamment de débouchés. C'est triste. Je ne sais pas si on attend quoi pour qu'on considère ça comme une catastrophe nationale. C'est une bombe. C'est une bombe. Je vous rappelle, dans les pays qui se prennent au sérieux, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, plus tard 18 ans, l'enfant, au moment où il a déjà son bac, il a déjà travaillé. Il a déjà travaillé 1 an, 6 mois, voire 2 ans parfois, voire plus. Même s'il s'agit seulement de servir dans un McDo, même s'il s'agit seulement de nettoyer les tables, de prendre les commandes dans un service au volant. Il a déjà fait quelque chose. Il a travaillé dans une station essence. Il a intégré la discipline du travail, la ponctualité. On arrive à telle heure, on prend la pause à telle heure, on repart à telle heure. Voilà comment je fais pour me demander mes congés. Voilà comment je fais pour signaler si je ne serai pas là au travail. Il a appris le minimum. Et pour les plus curieux d'entre eux, pour les plus doués d'entre eux, pour les plus intelligents d'entre eux, ils ont appris comment fonctionne une entreprise, comment tenir une caisse, comment tenir une petite comptabilité. Ils ont appris à gérer leur propre argent. Ils comprennent à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, l'enfant sait que quand je demande l'argent à papa et qu'il dit non, peut-être qu'il y a une bonne raison, ou qu'il me donne, ou que maman ne m'a pas donné tout ce que j'ai demandé, elle m'a donné un peu moins, il y a une bonne raison, parce que moi je travaille, j'ai travaillé, je sais combien c'est dur de gagner de l'argent, je sais combien c'est dur d'épargner, je sais que parfois ça monte, parfois ça descend, comment maintenir son cash flow au niveau personnel déjà, comment épargner, comment peut-être investir un tout petit peu, mais quelqu'un qui a 30 ans, qui n'a jamais travaillé, où voulez-vous qu'il ait appris toutes ces notions-là? Donc, quand quelqu'un crée des emplois au Congo, moi, je le respecte. Je suis désolé. Quand quelqu'un crée 100 emplois au Congo, moi, je le respecte. Et je ne connais pas beaucoup de pays au monde où vous irez, vous créerez quelques centaines d'emplois et il y aurait des autorités qui vont rechigner à venir vous voir. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, moi, je vous lance le pari, allez dans beaucoup de pays en Occident, en Orient, en Afrique, si vous arrivez, vous créez 500 emplois. 500 emplois. Avec tout ce qu'il y a comme corollaire, je vous promets que une grande autorité va vous recevoir. Sinon, l'autorité suprême du pays. C'est juste comme ça. Parce que les pays qui se prennent au sérieux, ils respectent les créateurs d'emplois. Quelqu'un qui crée un emploi, il faut le respecter. Tous ne vont pas finir là, d'autres sont des employés, il faut les respecter aussi, mais quelqu'un qui prend le risque et qui fait tourner une unité de production qui va faire que 200 de mes frères, sœurs, compatriotes vont sortir du chômage, certains de manière plus pérenne que d'autres, et d'autres qui vont avoir des emplois indirects. Moi, je dis d'abord respect, ensuite on peut voir s'il y a à critiquer ou pas. C'est mon point de vue, donnez-moi le vôtre. Voilà. Donc, on est aussi dans un pays, les amis, et on est en train de finir, les amis. Je suis juste en train de vous mettre tout ça dans le contexte. C'est-à-dire, on a une initiative, on peut en penser ce que l'on veut, mais c'est un pays, non seulement où le chômage bat son plein, mais on est aussi dans un pays où la professionnalisation des métiers est quasi inexistante. Est-ce que vous m'entendez? Professionnaliser les métiers chez nous, on a oublié, on ne connaît pas. On a pris l'habitude et le goût du bricolage, les amis. Bricolage, je dis bien du bricolage. Mais le problème, c'est que le bricolage, les amis, ça ne fait rêver personne. Le bricolage, ça crée zéro émulation. Vous savez, quel que soit le métier, s'il est fait avec professionnalisme, dans un environnement qui appelle au respect, un environnement qui respecte les normes, un environnement prospère, eh bien, quelle que soit la nature de ce métier-là, il a tendance à susciter des vocations. Je vous donne un exemple. Si je devrais dire à ma fille, moi, je veux que tu sois une grande fabricante de beignets, de beignets, les beignets. Pourquoi pas? Mais si ma fille, tout ce qu'elle a vu dans sa vie, c'est les mamans qui fabriquent les beignets au coin de la rue, chez nous, que beaucoup d'entre vous connaissez. Ces mamans assises au soleil, en train de tirer le diable par la queue, avec un petit mbaboula, avec ses petits beignets. Mbaboula, brasero. Avec ses petits beignets, avec un bébé au dos qui dort la bouche ouverte. Et les mouches qui viennent
dans un environnement complètement insalubre, sans espoir, sans perspective, sans projet. Mais la maman, on sait qu'elle est là. Et pourtant, elle rend un service à la société. Certains considèrent même les mamans vendeuses de beignets, les mamans fabricantes de beignets comme pratiquement des héroïnes nationales chez nous. Vous savez, nous les Congolais, on ne badine pas sur les beignets. Faites pas semblant. On ne badine pas sur les beignets. Moi, tous les Congolais que je sais, dans ma propre famille, mes proches, mes amis, il y en a qui font des régimes, il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui ont réduit le sucre, il y en a qui ont réduit la graisse, il y en a qui s'essaient à être végétariens, tout ce que vous voulez. Quand on met les beignets sur la table, là, c'est une autre histoire. Les beignets, chez nous, c'est une religion. C'est pas un plat, c'est quelque chose. Ce n'est ni une entrée, ni un dessert, ni un plat principal. C'est les beignets. Voilà, c'est comme ça, c'est les beignets. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, voilà. Nous, quand on fait ça, c'est parce qu'on aime ça. Mais ces mamans-là, qui nous servent ces délices-là, souvent, elles n'ont pas de projet. Souvent, elles n'ont pas été formées. Souvent, elles ne sont pas encadrées. Souvent, elles commencent avec des bouts de ficelle. Et souvent, elles sont héroïques dans le fait qu'elles le font pendant des années et des années. Vous verrez que peut-être qu'elles ont scolarisé des enfants dans ce bricolage-là. Mais si je demande à ma fille de devenir fabricante de beignets, si c'est tout ce qu'elle a vu, elle me dira qu'elle n'a aucune envie. Par contre, si elle a vu une chaîne professionnalisée de pâtisserie, de boulangerie, de fabrication de ces mêmes beignets-là, mais dans un environnement plutôt salubre, plutôt où on traite la matière première, voilà comment on la transforme, voilà comment on vend, dans un espace qui donne envie, elle peut dire oui, pourquoi pas. C'est pareil avec nos cordonniers au quartier. Lequel d'entre vous ici allez demander à votre fils demain de devenir cordonnier et il va accepter si tout ce qu'il a vu, lui, c'est le cordonnier du quartier, comme on en voit tout plein chez nous, c'est vraiment le mec le plus malfamé du quartier, et pourtant il rend des services. On va de temps en temps chez lui quand on a les souliers bien ouverts comme un poisson là, allez, il nous dépanne, mais souvent c'est, voilà, on les paye en monnaie de singe, parce que bon, c'est vraiment, c'est à la limite le fou du quartier. Mais il a quand même une petite compétence, il nous dépanne comme ça. On ne le prend pas au sérieux. Mais allez voir une usine de maroquinerie, allez voir une usine une usine de cordonnerie, allez voir comment on tanne le cuir, allez voir comment on fabrique des ceintures, des chaussures, même à un niveau semi-industriel. Mais ça donne envie. Quand tu en parles à ton fils, quand tu en parles à ton enfant, ben l'enfant dit mais non, moi j'aimerais être le patron de cette industrie-là. J'aimerais avoir des gens qui travaillent pour moi comme ça. Ça peut susciter des vocations. Et non pas seulement quand on est là à faire du bricolage. Donc, essayons de plutôt avoir une préférence pour la valorisation des métiers. La professionnalisation des métiers. C'est ça qui suscite de l'émulation. C'est ça qui suscite des vocations finalement. Plutôt que de se contenter du petit bricolage. Oh non, on a des mécaniciens qui font ceci. Oh non. Et quand tu regardes, il n'y a rien. C'est pas professionnel. Ça donne envie à personne de faire comme eux. Lui, il le fait parce que peut-être, voilà, il a commencé comme ça par hasard, il est tombé dedans, il s'est perfectionné dedans, et le jour où il mourra, ça sera la fin de l'entreprise. Parce qu'il a donné envie à personne de faire comme lui. Vous ajoutez une société où très souvent on est plutôt dans l'amateurisme, très souvent on est plutôt mais l'amateurisme plutôt tard. Et malheureusement, ces habitudes, on les embarque même à l'étranger, hein. Je suis pas seulement en train de jeter la pierre sur l'Afrique. Si vous n'êtes pas congolais, dans votre pays, ça se passe comment? Dites-nous. Mais moi, j'ai vu même dans la diaspora, on a tellement peu appris à professionnaliser les métiers que souvent, quand on est un bon électricien congolais dans la diaspora, c'est difficile d'être organisé. Il y en a qui le sont. Mais moi, j'en ai côtoyé beaucoup, j'en ai coaché beaucoup. Un électricien, un plombier, un peintre. Vous sentez qu'il y a du talent. Vous sentez qu'il a fait quelques efforts, peut-être quelques études dans ce domaine-là. Mais organisation zéro. Zéro. Je vous raconte pas, moi, je fais venir un frère de la communauté. Ben, viens, on va essayer de travailler. J'ai ma cuisinière qui marche pas. J'ai un problème électrique à la maison et tout. Tu te dis, bon, voilà, tu vas faire venir des grandes sociétés là qui vont te facturer beaucoup trop cher pour ne rien faire. J'ai un compatriote, j'ai un frère que j'ai rencontré dans un cadre congolais. Viens m'aider. Mais le gars, d'abord, tu l'appelles. Pour l'avoir, c'est un problème. Et quand tu l'as, il te raconte que est-ce que tu peux lui envoyer un peu d'argent parce qu'il n'a pas l'argent de prendre un taxi, parce qu'il ne sait pas prendre un Uber. Et puis, quand il arrive,
Non, mais il se pointe comme ça, là, et il te demande, mais vieux, est-ce que vous n'avez pas une pince dans la maison ici? J'ai dit, mais mon frère, soyons sérieux à un moment donné. Moi, je suis banquier, moi, je suis informaticien, moi, je suis facilitateur d'affaires. Je te fais venir parce que le plombier, c'est toi. L'électricien, c'est toi. La cuisinière, elle est là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas préparé parce qu'elle ne fonctionne pas. Et tu arrives chez moi, tu veux que moi, tu me demandes si j'ai un testeur, si j'ai une pince dans la maison. Mais on est tombé sur la tête ou quoi? Ça, c'est des trucs auxquels on a l'habitude quand on fait venir nos frères pour nous dépanner. Alors quand tu fais venir les autres, très souvent, il y a aussi, écoutez, le manque de professionnalisme, c'est quand même quelque chose, c'est comme la stupidité, c'est quelque chose qui est également réparti parmi les humains, mais très souvent, quand tu fais venir quelqu'un d'autre, dans les pays où vous voyez des jeunes qui se débrouillent, qui ont appris ça, et dont les pays ont instauré des systèmes pour leur apprendre le professionnalisme, mais quand le gars il arrive, il est peut-être pas aussi compétent que le jeune Congolais que tu as fait venir avant-hier, mais il débarque avec sa camionnette. Il t'a communiqué le prix au téléphone déjà. Tu sais pourquoi il est là. Il te dit c'est pour son déplacement, c'est autant. Call out fee. Et puis il te dit par heure, c'est autant. Donc là, il arrive, tu sais à quoi t'attendre. Tu veux pas, il démarre sa voiture, il part chez un autre client. Il garde tes coordonnées. De temps en temps, tu reçois, après quelque temps, un petit SMS où il te rappelle qu'il existe.